Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis arrivé il y a une petite demi-heure, j'ai pas eu le temps de voir à quoi ressemblaient les conférences précédentes. D'habitude, je démarre ces interventions par bienvenue sur le podcast, ça fait un bail. Donc moi, je suis podcasteur. Là, c'est un format tout nouveau que j'ai encore jamais fait, et je suis hyper content de faire ça avec un public, de faire ça avec des pontes de leur sujet, des experts sur la partie fractionnement. Ça n'a pas plu là-bas. Donc aujourd'hui, on reçoit Caroline, Robin et Mathieu qui vont se présenter beaucoup mieux que si moi je le faisais. Florian m'a dit présente ton podcast. Donc j'ai un podcast avec 140 épisodes jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle Ça fait un bail. Vous retrouvez sur Spotify, Apple Podcast. Globalement, les conférences que vous avez vues aujourd'hui, c'est un peu ça, sauf qu'il y en a 140 et que vous pouvez y accéder gratuitement évidemment. Donc voilà, allez-y, allez vous abonner, mettre les notes 5 étoiles. Pour démarrer, je vais faire comme sur mes podcasts et je vais vous demander de vous présenter. Juste avant, vous avez déjà fait des conférences dans la journée ou pas? Non? Toi oui? Bon, bah, non, pas ici, ok. Donc, bon, c'est l'occasion de vous représenter, de présenter votre parcours et je te laisse démarrer ou il y a un deuxième micro? Allez. Bonjour, merci. D'ailleurs, avant de démarrer, je vais remercier Florian pour l'organisation de cette super journée. On voit qu'il y a énormément de monde, énormément d'énergie, donc je suis ravi d'être ici. Donc moi, je suis Mathieu Deligno-Santi, je suis le cofondateur de la plateforme de financement participatif qui s'appelle Tokimo. Donc en fait, on permet à des particuliers, des investisseurs d'investir à partir de 100 €, financer ou investir dans les opérations immobilières en toute la France. Aujourd'hui, ce qu'on fait le plus, c'est principalement de la dette hypothécaire sous forme d'obligations, parce qu'on voit qu'il y a un vrai sujet de manque de liquidité, il y a un trou de liquidité, et donc les opérateurs de marché qui viennent nous solliciter, ils sont prêts à payer relativement cher pour avoir accès à la liquidité. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Demain, on fera autre chose en fonction de nos stratégies de marché. Et avant ça, j'ai travaillé une dizaine d'années en banque à la Société Générale en ayant créé le pôle d'investissement immobilier. Et d'ailleurs, on s'est connus avec Robin à cette occasion. Ça me permet de te passer la balle. Bonjour à toutes et à tous, Robin Rivaton, moi je suis le CEO de Stonal. Stonal, c'est une plateforme de gestion de la donnée immobilière pour les grands propriétaires et gestionnaires d'actifs. On est 180 maintenant entre Paris et Londres. À côté de ça, moi j'ai créé Real Estate, qui est un think tank, une communauté de startups de l'immobilier initialement, désormais un think tank sur les sujets immobiliers au sens large avec un gros focus sur l'innovation, et une newsletter que je vous invite à lire tous les mardis avec 20 000 autres personnes qui lisent cette newsletter. Et j'ai eu le plaisir de signer le livre blanc de la tokenisation que Flo avait fait il y a maintenant 1 an et demi, de le préfacer, et donc ravi d'être ici pour en parler. Et il y a 4 places ici, ça fait vraiment pitié, donc vraiment si quelqu'un veut venir, ça serait vraiment cool de ne pas laisser cette 4 places libres. Bonsoir à tous, je m'appelle Caroline Lameau-Dupont et je suis un des fondateurs de la plateforme d'investissement Anaxago. Je me fais un peu l'effet d'être la mamie du secteur parce qu'on s'est lancé il y a une dizaine d'années et on fait effectivement de l'investissement immobilier, mais on ne fait pas que ça parce qu'on propose toutes sortes de classes d'actifs qui étaient auparavant inaccessibles aux investisseurs privés sur notre plateforme. L'immobilier en fait partie. On fait ce qu'on appelait historiquement du crowdfunding immobilier, mais je crois que c'est moins cool de dire ça aujourd'hui. Ouais, ça fait vieux. C'est pour ça que j'ai fait une petite teinture, comme ça passe. Non, cela dit, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, à Anaxago, 10 ans plus tard, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros investis par uniquement des investisseurs privés. C'est quelque chose qui était totalement inimaginable quand on s'est lancé. À l'époque où, d'ailleurs, ni le crowdfunding ni être entrepreneur n'était à la mode. Et donc c'est une aventure qu'on poursuit avec plaisir. On est une des rares fintech autofinancées de la place. On a été rentable dès notre premier exercice. C'était hyper important pour nous, étant acteur de la finance dans un monde, justement dans une démarche de financiarisation de l'immobilier et du secteur. Je me suis moi aussi lancée dans l'aventure de la newsletter en mars 2020, à une époque où j'essayais de garder le lien avec mes clients sans rien leur vendre. Donc aujourd'hui, on a effectivement 70 000 abonnés à notre newsletter finance privée, immobilier et j'avoue un peu lifestyle parce que j'aime bien manger, j'aime bien lire et j'aime bien la déco, donc je partage ça. Et je sais que certains d'entre vous me lisent dans la salle et je sais que vous cliquez sur les restos avant de cliquer sur les conseils finance perso. J'ai hâte de parler du sujet.
Je suis un peu tokenisation sceptique, je préfère le dire dès le départ. Je pense qu'on va bien rigoler. Trop bien, tu peux garder le micro parce que ça m'intéresse ce que tu dis sur le crowdfunding et que c'est pas cool. Déjà, est-ce que le crowdfunding c'est aussi du fractionnement? Et Ouais, pourquoi c'est moins cool? Moi, c'est vu comme moins cool? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fractionnement, c'est du crowdfunding. Parce que je ne vois pas encore ce que ça apporte de différent par rapport à ce qu'on fait. On reste sur des titres financiers, de la dette. Mais ça, je pense que Mathieu en dira un petit peu plus. Aujourd'hui, on ne voit pas encore ce que ça apporte comme couche supplémentaire par rapport à l'activité. Je sais que demain, ça pourrait tout changer. Mais aujourd'hui, je reste réservée sur le concept. Du coup, avec 10 ans d'expérience et d'itération sur ce modèle, vous avez gardé un modèle qui est toujours le même depuis 10 ans, ou justement il y a eu des évolutions qui se rapprochent peut-être du fractionnement ou de la tokenisation? A priori non, c'est ce que tu disais. Sur l'immobilier, non. Les choses ont évolué dans les 2 premières années. On faisait essentiellement du crowdfunding pour les startups. Donc on faisait de l'equity. Et donc ça a un peu changé quand on s'est lancé sur le secteur IMO, mais les véhicules, les choses n'ont pas changé drastiquement depuis. Ok, très bien. Mathieu, est-ce que tu as un avis sur ce sujet? Oui, merci. Je suis assez d'accord. Je suis assez de ton avis. Effectivement, le fractionnement, il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels dans la salle. Moi, j'aime bien me mettre côté investisseur, côté client, et finalement, en fait, qu'est-ce que ça change? Moi, je suis investisseur. Le crowdfunding, l'immobilier locatif fractionné, on va dire, ça permet d'investir dans des biens d'une taille importante à partir d'une somme qui est peu importante. Et donc, c'est vraiment, on rentre dans la démocratisation de l'immobilier. Et nous, c'est vraiment notre mouvement, c'est ce qui nous anime. Et en fonction des stratégies. Le crowdfunding, c'est plutôt effectivement perçu comme des stratégies d'achat-revente, marchand de biens, promotion immobilière. Donc, on crée de la valeur sur des durées assez courtes, 1, 2, 3 ans maximum. Quand l'immobilier locatif fractionné, lui, crée de la valeur dans le temps, notamment avec une rente locative, un peu à l'instar de ce qu'on fait sur les SCPI. Mais je pense que ce qu'apporte de nouveau aujourd'hui le fractionnement, et ça a été le cas du crowdfunding, c'est la transparisation. On transparise vraiment le produit, on montre tous les chiffres comme si la personne achetait. Donc on fait l'éducation immobilière et financière autour d'un investissement immobilier avec des tailles peu importantes. Et on responsabilise l'investisseur en lui disant c'est toi qui vas faire ta propre diversification. Aujourd'hui, une SCPI, on donne l'argent au gestionnaire, on lui dit on espère qu'il gère au mieux, qu'il investisse sur 1, 2, 3, 4, 10 immeubles de la meilleure des façons, dans le bon cycle, en gérant le bon locataire, etc. Là, avec du fractionnement ou du crowdfunding, en fait, c'est l'investisseur qui fait sa propre diversification. Il est discrétionnaire sur la diversification de son portefeuille. Donc c'est ça que je vois vraiment, tu vois, l'évolution du fractionnement. Ok, hyper intéressant. Vous avez Caroline et Mathieu tous les deux à la tête dedans parce que vous vendez ça, vous faites ça, vous portez cette boîte. Robin, j'ai l'impression que tu as peut-être plus tu peux avoir un avis plus macro peut-être, vu que tu es plutôt à analyser ces concepts-là sur la newsletter, sur tes réseaux depuis longtemps. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Est-ce que tu as vu, toi, des étapes, des évolutions sur soit la manière de nommer le truc, soit le modèle véritablement qui change en ce moment? Ouais, je suis assez d'accord. Le fractionnement, c'est vieux comme le monde. Quand vous achetez un appartement en couple à 2, vous avez bien fractionné la propriété de l'actif pour acheter plus gros, ce que vous ne pouvez pas acheter tout seul. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très vieux. Par exemple, quand il y avait moi, avant de rejoindre Stonal, j'étais investisseur en VC et j'ai fait pas mal de deals, y compris des choses qui peuvent s'apparenter à du fractionnement, comme de la néo-SCPI, avec une boîte qui s'appelle Iroko par exemple. Donc la notion de fractionner la propriété pour acheter plus gros, elle est quand même vieille comme le monde. Au UK, il y avait cette boîte backée par Peter Thiel qui permettait à quelqu'un de faire investir ses parents, donc ce qu'on appelle Mum and Dad's Bank au UK, à côté de soi pour acheter un bien. C'est encore là aussi du fractionnement. On fait rentrer dans une SCI familiale.
Donc on voit bien que cette notion, elle n'a rien de révolutionnaire. Elle a été soutenue, en tout cas accélérée par un sujet technologique qui était de dire est-ce qu'on peut fractionner plus efficacement grâce à la tokenisation et grâce à la blockchain. Mais sur le principe et le fondamental, je crois que fractionner la propriété, c'est très ancien. Ce qui est nouveau, et je rejoins ce qu'a dit Mathieu, c'est que le fractionnement peut aussi pas seulement se regarder du côté de l'actif, mais du côté du patrimoine de la personne qui investit. Et là, c'est pas seulement fractionner, je vais pouvoir mettre à plusieurs pour acheter un actif, c'est que je vais pouvoir découper mon portefeuille avec un couple rendement-risque que j'aurais moi-même piloté sans le déléguer à un investisseur dont voilà, les intérêts peuvent être différemment alignés que les miens, et la façon dont il va refléter son propre couple rendement-risque, c'est pas forcément celle que j'aurais faite. Et donc c'est vraiment cette double notion de fractionnement. Fractionnement de la propriété, c'est très ancien et ça c'est vieux comme le monde. Et fractionnement du patrimoine, ça c'est quelque chose qui est effectivement plus nouveau, plus intéressant, qui sous-tend à ce que les investisseurs particuliers soient quand même plus éduqués aussi, hein, parce que sinon c'est quand même ça peut ouvrir des gros problèmes. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette notion, je dirais, de fractionnement. Ok, super. Si je reprends le thème de la conférence, que j'ai appris il y a 3-4 jours, fractionnement IMO bientôt star de la PropTech, ça implique que si le fractionnement devient la star de la PropTech, soit tout le reste de la PropTech s'est cassé la figure, soit le fractionnement a le vent en poupe et est en train de doubler tout le monde. Est-ce que c'est l'un, c'est l'autre, les deux? Est-ce qu'il y a un impact de cette crise et de cette augmentation des taux qui fait que le fractionnement est de plus en plus intéressant pour les investisseurs comme pour les porteurs de projets? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Ce que je sais te dire, c'est que depuis 8 mois, tous les dossiers qui atterrissent sur mon bureau, en PropTech, 80% sont du fractionnement. Donc c'est intéressant. On voit qu'il y a un peu une ruée vers l'or du sujet. Je pense que comme dans tous les modèles de plateforme, il y a le sujet de l'atteinte de la taille critique. Et d'ailleurs, c'est un peu la question qui revient chez tous les funders de ce type des nouvelles plateformes. C'est comment est-ce que les plateformes de crowdfunding immobilier, initialement, ont créé ces communautés d'investissement, sachant que généralement, on a des tickets, nous, d'investissement minimum qui sont plus élevés. Alors, c'est des choix. Toutes les plateformes ne sont pas pareilles. Chez Anaxago, on a fait très vite le choix de mettre un ticket minimum à 1 000 € parce que ça permet, selon nous, un fractionnement du patrimoine et une diversification intéressante, tout en étant un réel engagement. À l'époque, on faisait des startups et on se disait ça nous paraît bizarre de mettre un ticket inférieur à 1 000 € dans une startup. On devient actionnaire quand même, on est en direct, on s'intéresse aux boîtes, on s'intéresse aux dirigeants, c'est un vrai engagement. Et ça faisait pour nous partie de l'éducation financière, dire c'est pas anodin en fait. Donc moi je sens cette vague totalement. C'est vrai que nous c'est pas un choix de diversification ou d'évolution qu'on a pu faire via Anaxago. Mais moi, c'est un peu comme ça que j'ai interprété le titre de la table ronde. La PropTech en général, c'est quand même bien cassé la figure sur les dernières années, hein, puisque ça collectait autour de 3 milliards en 2016, c'est monté à 25-26 milliards de collecte pour toute la PropTech mondiale en 2020 au 21 au pic. Et là, on est redescendu au niveau de 2016, quoi. Donc, devenir la star de quelque chose en déshérence, c'est bien, mais c'est quand même pas, c'est moins stylé que d'être la star d'un truc qui cartonne. Donc, non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une réelle ruée vers le sujet. Je pense que la grosse barrière à l'entrée, qui était déjà celle de FinTech ou de WealthTech, parce que ces sujets-là, qu'on appelle fractionnement, encore une fois, on les met en PropTech aujourd'hui, mais en WealthTech, donc gestion de l'épargne, c'est des sujets qui sont adressés depuis assez longtemps. La principale barrière, c'est le coût à l'entrée. Le coût d'acquisition client, pardon. Le coût d'acquisition client, dès que vous vendez des tout petits paniers, votre CAC, il doit être ridicule pour réussir à soutenir une marge qui va être calculée sur un tout petit panier. Et ça, on l'a vu plein de fois. Toutes les néobanques connaissent ça par cœur. Elles ont essayé de faire plein de produits. Elles n'ont jamais réussi. Pas plus tard que la semaine dernière, Monzo a vendu sa base client à BlackRock, a donné accès à BlackRock à toute sa base client pour qu'eux-mêmes fassent la vente des produits sur la plateforme en arrêtant de monter les produits eux-mêmes. Donc le gros sujet, oui, qu'il y ait plein de dossiers, mais le gros sujet, c'est le coût d'acquisition client. Et donc on retombe sur la taille, parce que seuls des gens qui ont des tailles suffisantes peuvent se permettre d'avoir des CAC relativement bas ou maîtrisés. Tu peux revenir là-dessus sur Monzo, il proposait des produits sur... Toutes les néobanques, notamment britanniques, celles qui ont plutôt bien cartonné en taille, se sont essayées à passer
En fait, ils gagnent des paniers moyens quand tu fais de la pure banque, c'est des petits paniers moyens, et la façon de les faire grossir, c'est soit de vendre de l'épargne, soit de faire du prêt. Le prêt, c'est très compliqué parce qu'il te faut un gros bilan pour aller prêter à des tiers. L'épargne, c'est bien parce que tu vas faire le passe-plat ou tu vas brander des produits toi-même. Et ils ont beaucoup essayé de lancer des produits. Et au final, ça a rarement été des gros succès. Et donc, aujourd'hui, ils sont plus dans des stratégies en disant on permet à nos clients de cliquer sur l'offre d'un tiers et on fait juste un métier d'apporteur de commission. Alors, nous, on a de la chance, c'est que le coût d'acquisition chez Tokimo, aujourd'hui, c'est 0. Parce qu'effectivement, vous avez mentionné que vous avez une newsletter. Effectivement, dans le groupe, on a une grosse newsletter où il y a à peu près 120 000 personnes qui nous lisent sous différentes marques. Et donc, pour le lancement, ça a été un game changer énorme, avec un coût d'acquisition de 0, une communauté déjà engagée, des gens qui nous suivaient, et donc une verticale complémentaire pour nous à proposer Tokimo. Si je vais un peu plus loin sur le sujet de la PropTech, l'immobilier fractionné. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets, tu les mentionnais. C'est qu'une plateforme de crowdfunding comme Anaxago, comme Tokimo, on est une plateforme de levée de fonds. Donc nous, notre rôle, c'est d'animer une communauté d'investisseurs, de sélectionner des projets. Mais aujourd'hui, on ne gère pas des projets immobiliers. Demain, avec l'immobilier fractionné, si je vais dire crowdfunding, je ne mets pas opposition, crowdfunding, immobilier fractionné, l'immobilier fractionné, il faut gérer les projets. Et on rentre dans un métier différent. Gérer un projet immobilier, moi personnellement, j'ai fait quand même beaucoup d'immobilier, c'est un vrai métier différent. Donc il y a deux solutions. Soit tu délègues, effectivement, il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse suivre ta stratégie d'investissement France entière, Europe, etc. Soit tu multiplies les gestionnaires, soit tu internalises. Et donc tu rentres dans une valorisation différente, un business plan différent, une politique de gestion des ressources humaines complètement différente. Donc c'est un vrai challenge, je pense, pour l'immobilier fractionné, parce que pour créer de la valeur sur de la rente locative, il faut être proche de ses locataires. Il y a l'aspect asset management et l'aspect property management. Le property management, c'est la gestion du quotidien de l'immobilier. Et si on n'est pas bon sur le property management, notamment sur les locataires qui peuvent être plus ou moins exigeants, on les perd. Ils vont ailleurs. En plus, je pense que Robin, tu connais bien le sujet. Le service autour de l'immobilier est de plus en plus important pour fidéliser les clients de l'immobilier, c'est-à-dire les locataires. Il y a toute la partie rénovation énergétique, etc. Donc il y a des vrais challenges sur la gestion immobilière. Par contre, je pense qu'il y a un vrai enjeu et un vrai potentiel qui est énorme pour l'immobilier fractionné, c'est que nous, aujourd'hui, on regarde ce sujet de très près. Quand on regarde ce que font les plateformes de crowdfunding immobilier, elles travaillent principalement sur du marché primaire. Je m'explique. Sur le marché de l'investissement. Il y a un opérateur qui a besoin d'acheter un bien, et il vient nous voir et on le finance, etc. Il y a peu sur le marché secondaire. Avec l'immobilier fractionné, notamment avec la tokenisation qui vient autour, on peut travailler sur tout le stock de l'immobilier et rendre liquide de l'immobilier sans forcément le vendre. Et donc rendre liquide l'immobilier par le haut et non plus par le bas, donc par la cession. Et donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est, je pense, au moins 10 fois plus gros, parce que le montant investi chaque année sur un marché immobilier, ça ne doit pas dépasser 5 à 10% de ce marché, plutôt 5 que 10. Et on le voit, d'ailleurs je le lisais dans une de tes newsletters, Robin, ce qui s'est passé sur l'intermédiation de la détention immobilière sur la SCPI sur 10 ans, on a doublé je crois, de 20 à 40% sur l'immobilier institutionnel. Et je pense qu'avec l'immobilier fractionné, si les acteurs travaillent bien le sujet, on peut très bien, on va dire, intermédier par le fractionnement de l'immobilier, la digitalisation de l'immobilier, non pas l'immobilier institutionnel, mais l'immobilier du particulier qui achète son studio d'investissement, son 2 pièces, son 3 pièces, le petit commerce du centre-ville, etc., etc. Donc oui, il y a un enjeu énorme parce que le marché est gigantesque, mais les freins et les freins, c'est principalement, je pense, la gestion. Le coût d'acquisition des clients, donc effectivement, soit il faut lever des fonds aujourd'hui, c'est quand même pas facile. Il faut que tu burnes pour aller chercher des nouveaux clients, les intéresser. Surtout qu'on voit que l'immobilier fractionné donne un rendement qui est bon, mais qui est moins intéressant que ce que propose aujourd'hui le crowdfunding, hein, clairement. On est aujourd'hui, de ce que je vois, les acteurs 6, 7, entre 5 et 7, 8%. Quand le crowdfunding, aujourd'hui, on est plutôt entre 9,5 et 11, 12. Donc, il faut convaincre les investisseurs. Il y en a, hein, clairement. Mais je pense que c'est justement avec
un certain nombre d'acteurs qui vont de plus en plus communiquer autour de cette nouvelle mouvance pour aller chercher des solutions innovantes. Très bien, hyper intéressant. Finalement, c'est tous des plateformes où d'un côté il y a des porteurs de projets et de l'autre côté des investisseurs. Il y a toujours ce sujet de, quand tu crées une plateforme, de faire grandir les deux cohortes. Est-ce qu'il y a une cohorte aujourd'hui, on est en novembre 2023, qui est plus difficile à faire grandir que l'autre? Merci. Je vais rebondir. Moi, j'ai l'impression qu'on les gère quand même un peu, les projets IMO. Hein. Je regarde Militier. Non, c'est un vrai boulot. Je pense qu'on bosse tous dans l'immobilier. On sait que c'est un métier en merde un petit peu. Hein. Le nerf de la guerre, ça a toujours été, vous me direz si vous êtes d'accord, ça a été de trouver des bons projets. Ce statut en fait de producteur-distributeur, il est très particulier, effectivement. Tu as besoin d'être très bon sur le haut de l'entonnoir, aller chercher les bons dossiers, bien sélectionnés, parce qu'en fait, après, tu es quand même un petit peu responsable si l'argent ne revient pas dans la poche des clients. Cela dit, on reste sur tu le disais, sur des rentas qui sont très élevés. Donc la corrélation avec le risque est tout de suite évidente et on essaye d'éduquer nos clients un maximum là-dessus. Et je pense que cette réalité c'est difficile de trouver des bons projets, elle n'a jamais été aussi vraie qu'en novembre 2023. Pour des raisons évidentes le rationnel maintenant sur notamment les projets value-add qu'on pouvait faire beaucoup ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années via le crowdfunding immobilier, trouvent plus vraiment leur sortie. Alors que paradoxalement, vous recevez plus de dossiers qu'avant. Ça a toujours été croissant. Historiquement, le crowdfunding immobilier faisait beaucoup de financement de la promotion immobilière. Nous, c'est quelque chose qu'on a pas mal arrêté il y a 3 ans pour se reconcentrer sur des opérations de marchand de biens. On a aussi lancé de l'investissement majoritaire. Anaxago a sa société de gestion et donc on prend nous des dossiers et on s'occupe de l'asset et du property management. Aujourd'hui, on se retrouve avec plein de choses qui vont avoir des difficultés à trouver leur sortie. Et donc, on regarde d'un œil complètement neuf les dossiers. Donc, le nerf de la guerre en ce moment, c'est d'aller chercher le bon dossier qui va passer les fourches codines du comité d'investissement et qui va nous permettre d'éviter de nous prendre la tête dans les 36 prochains mois. Ok. Il y a un impact, vous avez parlé de choses plus innovantes. Moi, j'ai vu des plateformes, pour avoir un podcast qui marche bien, je reçois un message par... au moins toutes les 2 semaines d'une nouvelle plateforme de crowdfunding qui veut passer sur le podcast pour le financement de son premier bien. J'ai tout eu, honnêtement. J'ai eu des hôtels, des houseboats, des châteaux. Ça, c'est cool. Des châteaux, ouais, donc je trouve ça intéressant parce que je vois plus forcément de corrélation entre le pourcentage. Tu vas toucher 6-7%, la typologie du bien, la renta. La seule corrélation que je vois, c'est quel marketing tu as réussi à faire, comment tu as réussi à positionner ta plateforme. Il y a eu aussi, j'investis dans les commerces en bas de chez moi. Enfin, il y a eu énormément de choses. D'un côté, je trouve ça chouette parce que création d'une vraie communauté, tu reconnectes avec l'actif et tu as l'impression d'investir dans un truc qui a du sens pour toi. D'un autre côté, j'ai l'impression que le dossier, il n'est pas vraiment lu et... Tout le sujet, et Mathieu en parlait, en fait, c'est à qui s'adressent nos plateformes. En fait, on s'adresse à toute une frange de la population qui n'est pas conseillée, qui n'a pas accès à ce genre d'investissement. C'est-à-dire qu'en dessous d'1 million d'euros de patrimoine, tu n'as même pas accès aux conseils, aux agences de gestion banque privée en banque. Donc tu peux avoir un patrimoine qui est conséquent, qui n'est pas considéré comme étant worth it de conseil et d'accompagnement vers des investissements à valeur ajoutée une fois que tu es propriétaire de ta résidence principale, que tu as un petit peu de SCPI et que tu as un petit peu mis en bourse. Et donc en fait, Robin en parlait tout à l'heure, on parle du marché de l'immobilier, on parle de la tokenisation, du crowdfunding. Le vrai sujet, c'est le marché de l'épargne, en fait, qui est très très mal servi en France historiquement. Aujourd'hui, on a de la chance maintenant, les livrets sont rémunérateurs et on va peut-être se poser plus de questions, d'aller sur un truc qui va rapporter entre 5 et 9% parce qu'il peut être à 4 de façon totalement sécurisée. Mais en fait, on n'est pas du tout équipé. On n'est pas du tout équipé en termes d'investissement sympa, d'effet de levier. Alors, il n'y a pas d'effet de levier chez nous, mais... Et c'est ça le vrai sujet. Et c'est pour ça que ça plaît, en fait. Parce que les gens commencent à se poser la question, tout le monde est en train de se dire ma retraite, là il va falloir que je réfléchisse. C'est tout un phénomène de société qui se met en place et auquel nos plateformes répondent. Avec une possibilité de prendre le pouvoir sur son épargne, sur le fruit de son travail, faire en sorte que son argent travaille autant
travaillent autant que nous. Donc moi, le succès pour moi vient de là. Pour compléter ça, c'est sûr que effectivement la méga trend qui est sous-jacente à tous ces phénomènes, c'est effectivement la réinvention de l'épargne. On en a parlé. Le schéma de l'épargne tel qu'on l'a connu ces 30-40 dernières années, il va drastiquement changer. L'intermédiation est en train de disparaître. Quand on regarde aujourd'hui des sondages sur les jeunes générations, est-ce qu'elles ont recours au service d'un CGP ou d'un intermédiaire en conseil, les banques sont plus qualifiées pour le faire. C'est pas une critique contre les banques, mais le niveau des gens capables de faire de la recommandation financière a baissé drastiquement. Les CGP ont vécu sur une génération qui a écouté leurs conseils, mais qui aujourd'hui ne le fait plus. On a un sujet autour de la résidence principale qui était un énorme capteur de l'épargne, qui le devient moins pour des raisons, à mon avis, plus de contraintes que de choix, mais qui le devient moins de toute façon. Et donc ça veut dire qu'il y a de l'épargne qui doit être allouée ailleurs que la résidence principale. Et donc tout ça, il y a une opportunité énorme de réinvention. Après, cette opportunité de réinvention, ça fait 10 ans qu'on en parle. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a trouvé la martingale absolue. Les succès les plus incroyables, ils ont été faits, encore une fois, sur des questions de panier moyen, sur les gens les plus riches. Les plus gros succès dans la wealth tech, grosso modo, c'est les gens qui sont allés s'adresser aux gens juste en dessous des très très riches et qui ont fait des feeders pour aller nourrir des fonds de private equity qui n'étaient pas accessibles au commun des mortels. On voit bien que le sujet il a été à peine gratté et qu'il y a une opportunité très forte. Après, il y aura un énorme effet winner takes all quand même. Je pense qu'il faut être très très conscient de ça. C'est pas un marché. Celui qui craque le marché, qu'il le fasse parce qu'il commence à mobiliser une commu au départ, donc il a un coût d'acquisition très faible. Et ensuite, il s'élargit très rapidement. Ou celui qui arrive à trouver autre chose. Mais il n'y a pas de il n'y a pas de raison que quelqu'un soit beaucoup plus performant qu'un autre. Voilà, il n'y a pas de barrière tech. Vous ne pouvez pas créer un truc défensif. Votre vrai sujet, c'est le coût d'acquisition. Soit vous réussissez à craquer quelque chose, et c'est le succès des SCPI quand même ces dernières années. Le succès des SCPI, il n'est pas lié à des gens qui sont capables de choisir des actifs incroyables, sûrement pas. Il n'est pas lié au fait que c'est des gens qui savent entretenir les actifs, sûrement pas. Il est lié au fait qu'ils ont trouvé un mode de commercialisation de ce produit qui a été super efficient. Et donc, en trouvant ce mode de commercialisation, ils se sont mis à collecter des sommes jusqu'à 10 milliards par an. Mais c'est lié vraiment juste à la commercialisation. Donc, le play dont on discute aujourd'hui, c'est un play de commercialisation, et il faut trouver aujourd'hui les relais, que ce soit en direct via de la communauté, du content ou des choses comme ça, ou en indirect, je ne sais pas via qui, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas demain, des modèles de MLM aussi, donc de revendeurs indirects qui forcément sont des choses qui ont marché dans d'autres industries, qui pourraient marcher dans l'épargne, qui marchent dans l'épargne. C'est ces modèles-là qui vont demain faire le gagnant du secteur. C'est pas le gars qui est capable de choisir tel actif. En réalité, quand vous brassez beaucoup d'épargne, vous convergez vers le taux de performance moyen du marché. C'est impossible de faire mieux que le marché sur très longue période. Il n'y a pas d'alpha, ou alors vous appelez Bridgewater, mais sinon, vous ne savez pas faire de l'alpha sur très longue période. Donc le sujet, c'est un choix de commercialisation. Je vais donner mon expérience d'ancien banquier à la banque privée. Donc on gérait des fortunes assez élevées, voire très élevées. Tu évoquais tout à l'heure la taille de 1 million d'euros. Effectivement, 1 million d'euros, la Société Générale Banque Privée, c'est un petit client qui est adressé par un conseiller qui a un très bon niveau, mais qui n'a pas on va dire, le meilleur niveau, et qui gère énormément de clients. Donc quand tu as 1 million d'euros à la Société Générale, tu es géré par un conseiller qui a environ 250 à 300 clients. Donc ça ne fait pas beaucoup de temps à passer par client. Et donc du coup ton niveau de conseil il n'est pas énorme, et quand tu veux implémenter un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle stratégie, parce que le monde évolue très vite à l'ère du digital, à l'ère de l'intelligence artificielle, moi qui étais responsable du pôle, j'avais une bonne idée, je la voyais dans le marché, je voulais la distribuer auprès du client final. Il fallait que je passe les fourches codines de l'ensemble des services compliance, juridique, fiscal, direction commerciale. Tu dois te battre avec les autres produits, typiquement les produits structurés, les produits actions, etc., etc. Chacun tire la couverture. Moi, je tirais la couverture de l'immobilier, du private equity. Une fois que j'avais réussi à passer ces force codines, ça me prenait 6 mois quand je m'en sortais bien, plutôt 9-12 mois. Il fallait que j'entame une phase de formation. Ok ?
Et moi, j'ai développé toute l'Europe, donc j'avais 800 banquiers à former. Pour faire du B2B, donc j'étais en B2B avec les banquiers pour les former, et en B2C avec quelques gros clients. Donc vous voyez la déperdition qu'il y a, l'inertie, et en fait, effectivement, aujourd'hui, dans les banques, il y a un marché monstrueux à prendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'épargne immobilière. Effectivement, il y a les banques privées sur les niveaux au-dessus de 1,5 million, 2 millions qui ont franchement un bon accompagnement des clients, des bons produits, c'est bien fait. Il y a les clients tout petits dans les banques de détail qui sont pas extrêmement rentables parce qu'effectivement, ils ont un ticket moyen, un panier moyen qui est assez faible. Mais entre ces deux paliers, il y a un marché à prendre qui est énorme parce que les banques ont délaissé les clients et d'ailleurs les CGP ont pris énormément, etc. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je voulais réagir. Le deuxième, c'est effectivement... Nous, notre client chez Tokimo, il a à peu près 30 ans. On a fait, il n'y a pas très longtemps, on a regardé un peu. Il est jeune. Et en fait, c'est des gens qui viennent de notre communauté. Et nous, on a un autre métier, c'est la formation et l'éducation. Sur l'immobilier, l'éducation sur les financières. Et donc, on a vraiment une génération de gens qui connaissaient peu le crowdfunding immobilier. On a fait un sondage, très peu connaissaient le crowdfunding, l'immobilier fractionné. Ils ont découvert ça et ils se l'approprient de plus en plus. Bonne nouvelle pour nous. Mais... c'est des gens qui sont habitués à prendre des décisions par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on les a éduqués, on les a formés, et maintenant, ils vont choisir. Donc, ils vont venir chez Tokimo, mais ils vont aussi comparer, du coup, pour voir si on fait bien notre travail. Et en fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans le do-it-yourself que, effectivement, dans l'ancienne génération de clients que j'avais à la banque privée, qui avait une moyenne d'âge plutôt de 65-70 ans. Donc, vous voyez le décalage énorme, qui déléguait tout. Parce qu'ils ont connu, eux, chefs d'entreprise, ils ont eu des entreprises industrielles avec une secrétaire ou un secrétaire qui gérait tout. Ils ont tout le temps délégué. Aujourd'hui, avec le digital, on a ChatGPT qui va devenir notre meilleur assistant personnel. On fait beaucoup plus de choses parce qu'on est beaucoup plus productif. Et de la même manière, en investissant, on a des gens qui sont beaucoup plus dans le do-it-yourself. Et donc, ils challengent beaucoup plus. Ils sont des fois un peu moins fidèles et moins engagés, mais c'est à nous d'apporter le meilleur produit et le meilleur positionnement marketing. Et à l'heure des réseaux sociaux du digital, je trouve qu'il y a un point qui est hyper important. Je le vois de plus en plus. Il y a plein de gens qui font des super trucs qui ne se voient pas, du coup. Il y a des gens qui font des trucs beaucoup moins bien, mais qui ont une grosse communauté, une grosse visibilité, et ça se voit. Et en fait, effectivement, il faut vraiment travailler le positionnement. Donc on revient toujours à le coût d'acquisition, le marketing, la communication. C'est intéressant parce qu'il y a deux choses. J'ai l'impression qu'on a essayé d'enlever les intermédiaires et c'est une bonne chose. Moi, j'essaie toujours de chasser les frais. C'est une des clés sur le podcast et c'est une des premières choses à faire pour gagner de la renta. D'un autre côté, il y a des projets qui sont présentés de manière hyper sexy et avec des tickets d'entrée qui sont hyper bas. À savoir, j'ai vu des plateformes qui se lançaient avec des tickets à 1 €. Quand le KYC il coûte 5 € pour ton client, tu te demandes un peu comment il se débrouille, mais ça c'est un autre sujet. Et pour le coup, est-ce que ça c'est pas aussi un risque? Parce que voilà, quand on joue au poker entre potes et qu'on met 10 balles sur la table, on est beaucoup plus enclin à mettre un all-in sans trop réfléchir que si on fait une partie à 1000 balles et là la partie elle dure jusqu'à 6 h du matin parce que tu as envie de garder ta mise. Est-ce qu'il y a un risque qui est lié à ça et quels seraient ces risques? Je crois que j'ai déjà donné mon point de vue, tu vois, sur le niveau minimum, mais je rebondis un peu sur, je vois des projets présentés de manière hyper sexy, et je crois que c'était un peu ce qu'on voulait dire de manière un peu discrète, vient avec cette espèce de ruée vers l'or du crowdfunding et de la tokenisation des pratiques que nous, on trouve de notre côté un peu particulière. Un projet présenté de manière hyper sexy, c'est un projet qui ne respecte pas les codes de l'AMF, clairement. Et je trouve, alors je pense que tout le monde le sait dans la salle, samedi 11 novembre, nous passons tous au PSFP, le nouveau statut européen dédié aux plateformes de crowdfunding qui fait faire un petit peu un bond en arrière au marché français. Et je pense qu'il y a un très gros sujet de ce côté-là, au-delà de la formation, de l'éducation de nos clients, c'est aussi vraiment les encourager à regarder si les plateformes avec lesquelles ils investissent disposent des agréments réglementaires normaux, sont enregistrés à l'ORIAS. Enfin, il y a quand même plein de sujets importants de ce côté-là et qui, pour moi, devraient faire la différence dans les années à venir.
Oui, tu disais que c'est un sujet de commercialisation, le secteur. Moi, je pense que c'est un sujet de confiance. Parce que mon client me coûte effectivement pas loin de zéro aussi, parce que le meilleur vecteur d'acquisition client, c'est le bouche à oreille dans ces métiers-là. D'un autre côté, je trouve ça dommage aussi de se passer de ce côté sexy de la présentation, parce que créer une communauté autour tu peux pas. Tu peux pas, t'as pas le droit, en fait. C'est ça. J'aimerais bien, moi, dire que à chaque fois, c'est génial, c'est le meilleur investissement que vous pourriez faire de votre vie, mais tu ne peux pas, en fait. Et mettre en place si c'est un produit, par exemple, para-hôtelier, on imagine, et mettre en place une réduction, tu vois, sur... je finance les bureaux, les murs, pardon, d'un restaurant en bas de chez moi. J'ai 20% de réduction dans ce resto une fois que je suis dans le crowdfunding. Ça, tu peux le faire. Ouais. Une fois que tu es investisseur, nous, on le fait beaucoup. On a une dizaine d'hôtels maintenant. Comment ? Sur les startups, il y a pas mal ça. Ouais, sur les startups, on le faisait beaucoup aussi. Effectivement, quand je faisais pas mal de startups B2C, maintenant je fais vachement de vaccins, donc je file pas des vaccins à moins 20%. Mais, mais oui, tu vois, typiquement, nous, on a une dizaine d'hôtels. Tous les investisseurs ont entre 10 et 20% de réduction sur leur chambre chaque fois qu'ils vont à l'hôtel, dans un hôtel Anaxago. Ok. Dans la pensée commune, on se dit que, je sais même pas, c'est peut-être juste moi qui me dis ça, et aux États-Unis, il y a souvent 2-3 ans d'avance sur ce type de marché, sur l'innovation autour de ces choses-là. Vu que le sujet, c'est bientôt star de la PropTech, oui ou non, si on regarde un peu aux US, peut-être que Robin, tu as un peu d'infos là-dessus. Est-ce qu'il y a des modèles, vous, qui vous intéressent, qui vous inspirent ou qui vous inquiètent d'ailleurs, et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs? Les modèles sont assez similaires quand même. Encore une fois, l'idée c'est de capter de l'épargne ou la même tranche d'âge pour aller faire des produits immobiliers. Quand vous dites produits immobiliers, vous n'allez pas non plus collecter pour faire une tour dans le centre d'un Downtown quelconque. Vous allez plutôt essayer de faire ce qu'on appelle aux US du single family home ou du multifamily. Donc c'est à la fois de la résidence individuelle ou du collectif. Et donc, on a vu, et vous allez le faire avec un couple renta-risque qui est très similaire. Donc, soit vous allez vous foutre dans le nord-ouest des US, à Détroit, et vous allez taper 12 points de marge théorique, parce que le truc sera vide, mais au moins vous aurez acheté 12% sur le papier. Soit vous allez vous mettre dans une ville qui est un peu plus sexy, où il y a de la demande, et là, évidemment, le couple rendement-risque, il est moins bon. Mais bon, c'est comme si on vous propose d'investir dans Paris Centre ou à Tourcoing. Donc les modèles sont relativement similaires. Je ne vais pas faire la liste des entreprises qui ont plus ou moins percé là-bas et qui ont pris quand même un énorme coup pour beaucoup d'entre elles, puisqu'il y a beaucoup de ces modèles qui fonctionnaient avec un effet de levier relativement fort, ou sur quelques-uns des opérations de promotion. Après, aux US, il y a moins le côté promotion immobilière en collectif tel qu'on le connaît. Mais le point, c'est que ils ont pris quand même tous un énorme coup de massue avec la remontée des taux d'intérêt qui est quand même massive. On est à 7% sur le mortgage 30 ans, même légèrement au-dessus maintenant aux US. Donc évidemment, ça rend les projets plus compliqués à sortir ou plus onéreux. Et après, dans le reste du monde, je dirais qu'on a vu les mêmes choses. Ce que je disais, c'est au UK, là, cette boîte qui, à mon avis, a un truc intéressant à creuser, qui est la piste comment je crée des SCI patrimoniales très rapidement et pour refaire. On a parlé vraiment de l'opportunité un peu massive qui est le fait que l'épargne va être réinventée. Il y a un autre sujet qui est comment la génération du dessus des plus de 60 ans qui a constitué une épargne très très importante va être capable de la transmettre, s'ils veulent la transmettre. C'est pas encore garanti, mais s'ils le veulent, comment ils vont faire pour la transmettre? Et ces modèles-là sont assez intéressants parce que là, il faut organiser du fractionnement de la propriété, il faut penser à tous les cas juridiques vous empruntez à deux avec les beaux papa et belle maman, vous vous séparez, qui est pas ça, quoi. Donc tous ces trucs, tous ces scénarios-là. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi aussi une opportunité très intéressante de faire en sorte qu'on ait un fractionnement de la propriété. On n'a pas parlé du fractionnement aussi entre les instituts et les particuliers, qui fait partie de la thèse du fractionnement. C'est-à-dire que j'ai un institut qui veut investir
dans du rési. Il ne veut plus investir dans du bureau. Le bureau, c'était 60% de l'allocation de l'immobilier institutionnel. Il ne veut plus faire du bureau. Imaginons que ça réduise juste de moitié. Il a 30 points de ce qu'il investissait auparavant qu'il doit réinvestir. Qu'est-ce qu'il va faire? Du résidentiel. Il n'y a pas le choix. Et donc le rési, soit il le fait en collectif, en achetant en bloc un immeuble, soit il essaye de rentrer dans le diffus. Rentrer dans le diffus, c'est très compliqué. Acheter un appartement les uns après les autres, c'est compliqué. Par contre, co-investir aux côtés d'un particulier dans un appartement, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, notamment si le particulier en question est l'occupant de l'appartement. Et ça, ces modèles de fractionnement, c'est pour moi des choses qu'on doit envisager, qui peuvent être vraiment des solutions très pertinentes. En tout cas, je pense qu'on va dans un monde où l'immobilier, c'est la tendance qu'on vit depuis 30 à 40 ans, la propriété immobilière va être de plus en plus fractionnée, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins un monopropriétaire sur chacun des biens, et donc les opportunités du fractionnement, encore une fois dans toutes ces composantes, que ce soit avec la famille, que ce soit avec un institut, que ce soit avec d'autres personnes pour acheter un bien, elles sont appelées à se démultiplier. L'organisation juridique et l'organisation technologique de ce fractionnement est aussi évidemment un marché encore relativement ouvert, et c'est peut-être là qu'on aura au final peut-être les plus grosses surprises. Vous connaissez le fameux truc entre les chercheurs d'or et les vendeurs de pioches et de pelles. Peut-être que c'est celui qui réussira à organiser technologiquement ce fractionnement le plus efficacement pour tous les cas d'usage que certains essaieront de vendre sur chacune de leurs communautés, c'est peut-être celui-ci qui craquera le système. Ouais, c'est pas facile, parce que moi j'ai un des sponsors de mon podcast qui est Realty, et donc j'ai essayé plein de messages différents sur le podcast, en traquant un petit peu ce qui marchait mieux ou pas, et moins je parle de tokenisation, mieux ça marche. Même si... bon retenir. Et c'est assez étonnant, c'est dommage, parce qu'en plus les fondateurs, ils sont passionnés de ce qu'ils font, et ils adorent, ils sont dans le Bitcoin depuis le jour 1, et t'as envie tu sens qu'ils ont envie d'en parler. Tu vas aller sur le site, vous allez comprendre qu'ils ont envie d'en parler. Et du coup, ça, c'est un petit peu... il nous reste quelques minutes, mais ça, si on parle rapidement de la techno, justement, derrière, comment on gère ça? Le fait que, en effet, il va y avoir les cinquantenaires, soixantenaires qui vont devoir placer, transmettre, etc. Mais je ne pense pas qu'ils aient trop envie d'entendre parler de ça. Donc, il y a beaucoup de techno qui arrivent, il y a de l'épargne qui doit être prise sur l'ensemble de l'épargne des Français. On doit tokeniser l'IMO? Alors, déjà, il faut partir de la cartographie de l'épargne. En fait, l'épargne en France, elle est principalement détenue en contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, crowdfunding, pas dans l'assurance vie, immobilier fractionné, pas dans l'assurance vie. Donc déjà, en tant qu'acteur, pas dans l'assurance vie. Via des fonds, si. Je t'ai senti... Via des fonds, on peut le faire, mais ça reste une taille très peu significative par rapport au marché. C'est une des solutions, et je pense que c'est une solution qu'il faut pousser de plus en plus, parce que en fait, les assureurs vont pas référencer des produits qui durent trop peu de temps, qui sont trop petits, qui sont trop compliqués à analyser. Je pense que pour atteindre les tailles critiques, effectivement, les PropTech, l'immobilier 3.0 doivent rentrer dans l'assurance vie, c'est indispensable. Il y a effectivement la transmission naturelle des anciennes générations vers les nouvelles. Et encore, il y a une problématique, c'est que nos ancêtres vivent tellement longtemps que les transmissions se font dans la génération justement qui sont autour des 50-60 ans. C'est des gens qui vont très peu se positionner sur l'investissement à long terme, donc l'investissement immobilier, qui vont pas finalement utiliser l'épargne de manière efficiente et efficace. Il faudrait presque faire un saut de génération. On appelle ça des transmissions transgénérationnelles pour les donner à la nouvelle génération qui innove, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu dans cette salle. Donc ça, je pense que c'est un challenge. Est-ce que l'immobilier fractionné au sens large arrivera à rentrer dans l'assurance vie et dans les enveloppes capitalisantes où il y a beaucoup d'argent à placer? Et ensuite, est-ce qu'il faut tokeniser l'immobilier? Alors nous, c'est vraiment poser la question, et je vais répondre de manière très transparente. C'est une réponse qui évolue tout le temps, parce que Tokimo, il y a un peu le mot de token dedans. Et quelle va être la réponse? Peut-être la garder pour le prochain épisode de Tokenland. Non, en réalité, toujours pareil. Moi, je me positionne côté utilisateur. À un moment donné, effectivement, il y avait des avis juridiques, réglementaires, où effectivement la tokenisation était un peu l'Eldorado de l'immobilier, en disant on va pouvoir créer un marché secondaire très facilement.
vous pourrez rendre l'immobilier très liquide, sauf que l'AMF a fait un petit rappel à tout le monde, on est un peu plus rentré dans les rangs, le marché gris est devenu beaucoup plus clair et des positions juridiques se sont instaurées. Ce qui fait que le marché secondaire reste un vrai sujet. Et je pense que la tokenisation immobilière pourra vraiment exploser à partir du moment où on aura assaini vraiment le cadre juridique et réglementaire du marché secondaire, qu'on arrivera à l'automatiser avec de la technologie. Et donc, du coup, là, vis-à-vis de l'investisseur, on pourra dire effectivement, c'est un investissement locatif long terme. Effectivement, on te rend liquide une partie de ton patrimoine. Mais cette fraction d'immobilier que tu détiens, ce token que tu détiens, tu peux le revendre à tout moment, s'il y a bien sûr de la liquidité, à une contrepartie. Après, il y a plein de problématiques qui rentrent en ligne de compte. C'est comment tu valorises ton immobilier, à quelle fréquence, est-ce que c'est l'offre et la demande, est-ce qu'il y a des sujets de délai d'initié, parce qu'une personne va être au courant qu'un local vide qui avait fortement décoté vient de se relouer, mais ce n'est pas encore un prospectus. En fait, rendre liquide quelque chose qui n'est pas liquide, comme l'immobilier, et qui a une latence, une inertie très forte, c'est un vrai challenge. Je pense qu'avec les technologies, il y a de plus en plus de possibilités d'y arriver, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc je pense que la tokenisation, c'est l'avenir, mais je ne sais pas comment on va y arriver avec les bonnes technologies, les bonnes méthodologies aussi pour éviter les spéculations, les crashs et les arnaques. Mais ça permet d'ouvrir en fait de nouveaux enjeux, de nouveaux marchés énormes. On est à la fin, une réaction ? Non ? On est plutôt sur la fin, donc le fractionnement bientôt star de la PropTech, oui ou non en un mot ? Oui. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Oui, en tout cas, opportunité massive. Vous m'obligez à dire non, en fait, pour qu'il y ait un petit peu d'équilibre dans cette... Non, mais effectivement, moi, j'attends le secondaire parce que je pense que ça va être... On oublie beaucoup, on parlait du marché de l'épargne, on oublie beaucoup qu'on équipe des clients avec, moi, ce que j'appelle la face nord de l'Everest de l'épargne, hein. C'est du produit difficile à vendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire de la SCPI, de l'assurance vie. C'est vraiment des choses compliquées. C'est pour ça que je crois vraiment en nos modèles de distribution, parce que quand demain il s'agira d'équiper avec des produits plus simples à vendre, ça va tout changer et le secondaire changera tout. Donc non pour l'instant. Merci à vous. On peut les applaudir.